Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 126e numéro de Herbe TV, l'ami des hibiscus et des cactus. Aujourd'hui, nous parlerons d'un problème bien connu de nos potes âgés, les mauvaises herbes. Sans plus attendre, nous entrons dans la plante vive du sujet. Nous accueillons aujourd'hui sur le plateau Didier Plantu qui répondra à toutes nos questions. Didier, est-ce que l'élimination des mauvaises herbes est une priorité, je dirais même une urgence, pour aider nos amis les légumes ou les majestueuses fleurs de notre jardin? Alors oui, tout à fait. Comme le démontre le recensement d'International Survey of Herbicide Resistant Weed, les mauvaises herbes sont un fléau à éradiquer car elles constituent une menace, a threat, comme le disent nos amis germaniques. Mais dis-moi Didier, est-ce que toutes les mauvaises herbes sont néfastes et facilement éradicables? Alors il existe deux catégories de mauvaises herbes, les dicotylédones et les monocotylédones. Les cas de résistance aux herbicides ont été détectés dans les cultures de 86 espèces de plantes cultivées et dans 66 pays différents. Ils concernent 157 herbicides appartenant à 23 des 26 classes d'herbicides de la classification HRAC. Waouh! Mais ça en fait des mauvaises herbes. Dis-moi Didier, est-ce que tu pourrais citer le nom de quelques-unes de ces plantes qui sont les plus résistantes? Oui, parfaitement. Il y a l'abutylion à fleurs jaunes, l'herbe à bouc, le plantain d'eau, le vulpin des champs, l'amarate blanche, l'amarate couleur de sang, l'amarate de palmeur, le jouet du vent, l'accroche des champs, le bidan poilu, le biphora rayonnant, le brome chiandant, le céraïste aquatique, le plantain acéolé, le chardon à tête dense, l'amarate de palmeur, oh, je l'ai déjà dit, le centauré du solstice, le chénopode, la vengerette blanchâtre, la vengerette du Canada, la vengerette d'Argentine, le souchet à petites fleurs, le diplotaxis fausse roquette, l'éconoctidée des cultures, la vipérine faux plantain, la morelle noire, le cisphinthe d'Orient, l'épiplobe à 4 branches, l'ériguion des Philadelphes, le fumeterre à fleurs serrées, la lampour de glourteron, le latron bâtard, l'ortie brûlante, le spercule des champs, le saugreau commun, le sida épineuse, la renoncule âcre, le pourpier maraîcher, le coquelicot, la panique dichotomique, le ficoïde glacial, le lamier amplixiote, le gaillet ballard, le dent de lion du Cap, l'avoine stérile, le bidon tripartite et le brome chiandant. C'est tout. C'est à Dijon, communément appelé Daïdjan, département Côte-d'Or, région Bourgogne-Franche-Comté, 47 08 19 Nord, 02 25 03 Est, que se trouve l'hôtel Rigolet de Chevigny. L'hôtel Rigolet de Chevigny a été construit entre le couvent des Carmélites et celui des Cordeliers en 1627. Après cette première construction en 1675, l'hôtel a été repris par Pierre Ier Rigolet de Chevigny et son neveu en 1725. En effet, c'est en 1681 que ce petit hôtel entre cour et jardin a été racheté par Claude Rigolet de Chevigny, conseiller au Parlement. L'hôtel est connu et reconnu pour sa folie construite au fond du jardin. Le pavillon du XVIIIe siècle est inscrit au titre de monument historique depuis 1928, alors que la totalité de l'hôtel ne l'est que depuis 2001. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé notre vidéo. Comme vous avez pu le voir, l'hôtel Rigolet de Chevigny est un endroit chaleureux et accueillant. Nous espérons vous y voir très vite lors de votre prochaine visite. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la géographie hydraulique du Morbihan. C'est parti!
Quelle est l'espèce biologique dominante dans les cours d'eau de 2e catégorie? Donc on peut y trouver des poissons blancs cyprinidés. Comment? On peut y trouver des poissons blancs cyprinidés. Donc il s'agit donc bien d'une rivière cyprinicole. On y trouve également des gros carnassiers comme des brochets. Bah tu sais, c'est les poissons blancs quoi. Il y a le brochet, il y a le silure, il y a la perche. D'ailleurs la dernière fois, j'ai pêché un truc avec Bernard, je te dis pas, un brochet comme ça, mais je te dis pas comme ça. On en a mangé pour 2 jours, au moins 2 jours, c'était succulent. Et le truc, je te dis pas, on était à 2 pour le récupérer parce que moi toute seule avec mes petits bras, tu comprends bien. Comment se réguler les activités sur l'eau? Donc la police de l'eau réglemente les installations. On va donc trouver 3 polices différentes et spécialisées. La première, la police de l'eau et la police des installations aquatiques. La seconde, la police de la pêche. Et enfin, la police des installations classées. Bah, c'est comme partout, il y a la police. Alors il y a la police de l'eau et des milieux aquatiques, je crois. Et puis il y a la police de la pêche. Alors, la police de la pêche, elle me fait chier d'ailleurs. Parce qu'en fait... Mais il y a aussi beaucoup d'autres acteurs comme la mission des services de l'eau et de la nature, l'ONEMA qui travaille notamment avec la police des eaux. Tu peux pas pêcher des brochets aussi gros. Normalement, tu n'as pas le droit de les pêcher. Il faut les laisser dans le milieu naturel. Et là... Mais également la DDTM. Avec Bernard, on en avait tellement envie que on a eu des embrouilles quoi. Mais nous retrouvons aussi l'Adréal ou encore la gendarmerie et les maires. On leur a dit, hey, on te laisse une petite tranche du poisson comme ça et puis finalement, tranquille. Qu'en est-il de l'entretien des cours d'eau et de la réglementation? Tu peux répéter? L'entretien de l'eau et de la réglementation. D'un point de vue réglementaire, la loi sur les cours d'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est venue modifier la définition de l'article de loi L215-14 sur l'entretien des cours d'eau. C'est vrai que je refasse mon vernis, moi, il est un peu dégueulasse, non? À 10 ans, je vis pour ainsi dire seule dans une chambre d'hôtel. Mes livres d'enfants sont des romans d'anticipation et les contes d'Edgar Allan Poe. La bande-son, qui sans doute influencera mon univers 10 ans plus tard, est composée de musique angoissante, de hurlements et de voix terrifiantes. Les monstres me tiennent compagnie. La peur, l'horreur, la violence aussi me fascinent. J'absorbe tout ce qui passe. Shining, Evil Dead, Le Loup-garou de Londres, les œuvres de Darren Elrento. Mais un film en particulier va me marquer et me plonger dans mes futures nuits blanches d'avenir. Milieu des années 80. Je suis déconnectée de la famille, de l'école, des études, tout éclate, de nouveau la violence avec comme bible Orange Mécanique. C'est Paname, la jungle de ses rues, ses tribus urbaines. C'est les concerts de ska, de rock alternatif et ça se termine souvent mal. C'est clairement une période chaotique. Je me cherche mais je finis clairement par étouffer. Et puis fin des années 90, j'ai la chance d'aller à une fête. Une rêve, ma première rêve. Et là, tchkling.